La Terre. Autant que nous le sachions, la Terre est le seul endroit dans l'univers où la vie existe. Nous sommes le fruit d'un miracle, le résultat de 4 milliards d'années d'évolution. Et tout ce qui nous constitue aujourd'hui nous a été légué par notre passé, par nos ancêtres, sans qui cette existence n'aurait pas été possible. Il est légitime de se demander pourquoi. Qu'est-ce qui rend notre planète si spéciale? Les réponses sont enfouies dans les profondeurs de notre passé, et pour les trouver, il faut repartir en arrière, au commencement de ce qui est aujourd'hui notre planète. Nous verrons dans cette vidéo comment la Terre s'est créée. Est-ce le fruit du hasard? Qui sont les premiers êtres vivants? Et comment l'homme d'aujourd'hui s'est développé au fil des siècles? Enfin, nous verrons ce qu'il adviendra de notre monde. Notre Terre se serait formée il y a 4,5 milliards d'années, à partir de débris d'étoiles et de poussière présents dans l'espace. Ces derniers se sont regroupés sous l'effet de forces gravitationnelles et de l'attraction pour former une seule et même entité, notre planète. Elle se serait ainsi formée sur près de 30 millions d'années. Elle ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui. À ce moment-là, la Terre est une boule de feu brûlante, composée de roches en fusion. En résumé, c'est un océan de lave, avec des températures à plus de 1200 degrés Celsius et une atmosphère toxique et irrespirable. Lorsque la Terre était âgée de seulement 50 millions d'années, la planète Theia, de la taille de Mars, est entrée en collision avec notre planète, projetant ainsi des débris dans l'espace. Sous l'effet de l'attraction, ces débris ont d'abord formé un anneau autour de la Terre, puis ont fini par se regrouper pour former une seule et même boule, la Lune. À cette époque, elle est beaucoup plus proche de la Terre. Seulement 22 000 km les séparent, contre plus de 400 000 aujourd'hui. En plus de créer la Lune, la collision avec Theia aurait eu pour effet d'accélérer la rotation de la Terre. Les journées sont ainsi de 6 heures. Les scientifiques pensent également que cette collision est à l'origine de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Il y a 3,9 milliards d'années, des pluies de météorites s'abattent sur la Terre. Ces météorites contiennent différents éléments, notamment du sel. On retrouve dans ce sel de minuscules gouttelettes d'eau. Alors, bien évidemment, il n'y a pas suffisamment d'eau dans une météorite pour former un océan, mais les bombardements vont durer plus de 20 millions d'années, ce qui fait énormément de météorites et donc énormément de gouttelettes d'eau. Des flaques vont alors commencer à apparaître à la surface de la Terre, puis un océan. La proximité avec la Lune, qui est à seulement 22 000 km, crée de très grandes marées. De plus, la rotation rapide de la Terre crée des vents très puissants. C'est donc une période très tumultueuse pour la Terre. Eh bien, il y a 3,8 milliards d'années, des éruptions volcaniques jaillissant de la croûte terrestre forment les premiers îlots à la surface de la Terre. Ces îlots volcaniques vont finir par se regrouper et former ainsi le premier grand continent. Alors, il faut attendre encore un petit peu pour voir la vie apparaître. En effet, à cette époque, la Terre est encore invivable. L'air est trop chaud et toxique. En plus de l'eau, ces météorites apportent des minéraux, du carbone et des protéines primitives qu'on appelle les aminoacides. À ce moment-là, l'eau présente sur Terre est donc une énorme soupe chimique. Et c'est ce mélange qui serait à l'origine de l'apparition de la vie. N'est-ce pas, Julien? Merci Anaïs. Maintenant que vous en savez plus sur les origines de notre planète, je vous propose un bond de 650 millions d'années avant notre ère à la recherche des premières formes de vie sur Terre. Dès l'apparition des océans, des bactéries contenues dans différents minéraux ont commencé à apparaître. Celles-ci étaient composées d'une seule et unique cellule. Pendant des centaines de millions d'années, leur processus d'évolution est resté au point mort. Ces bactéries représenteraient la première forme de vie sur Terre. C'est seulement à partir de 3500 millions d'années
que ces bactéries ont commencé à s'amasser pour créer ce que l'on appelle des stromatolites. Cette algue minérale se nourrit par photosynthèse et exploite l'énergie lumineuse pour transformer le dioxyde de carbone et l'eau en glucose. Ce mécanisme crée un produit dérivé, l'oxygène. Cet oxygène, libéré dans l'air et dans les océans, a produit une couche d'ozone qui protège la planète des rayons du soleil, rendant ainsi l'évolution possible. Grâce à cet apport d'oxygène, les corps unicellulaires laissent la place à des organismes simples, comme les éponges, composés de milliers de cellules qui sont maintenant coordonnées et non plus solitaires. 500 millions d'années. Les premières cellules musculaires se développent. La vie apparaît peu à peu dans les fonds marins. Des animaux complexes, aux restes squelettiques minéralisés, semblent subitement apparaître et se diversifier. Nous sommes arrivés à l'explosion cambrienne. Le Cambrien est une période incontournable dans l'évolution de la vie sur Terre. Il se traduit par l'apparition rapide d'une grande variété d'animaux et a débouché sur des interactions écologiques nouvelles, telles que la prédation. Les écosystèmes sont donc devenus beaucoup plus complexes par rapport à ce qu'ils étaient précédemment. C'est à ce moment que la structure écologique des communautés marines modernes s'est bien mise en place. En gros, c'est la période qui a un peu conditionné notre instinct de survie. Notre ancêtre le plus lointain apparaît et mute progressivement à cette période. Au début sous forme de ver aquatique aveugle, il prendra vite la forme d'un poisson doté d'yeux, d'un semblant de colonne vertébrale, d'un cœur et de veines, puis verra apparaître derrière ses yeux ce qui pourrait s'apparenter à un cerveau. Plus tard, il évoluera en poisson cuirassé et verra apparaître des dents et des plaques articulées recouvrant son corps. Toutefois, malgré toutes ces adaptations à son milieu, il restera une proie pour les plus grands prédateurs et ne pourra survivre dans un environnement aussi hostile. Mais grâce à la sélection naturelle, son corps arrivera au bout de milliers d'années à s'adapter pour faire ce qu'aucun poisson n'avait réussi à faire, respirer en dehors de l'eau. Il aspire désormais l'air avec un nouvel organe, les poumons. Je vous laisse désormais avec Arthur, qui va vous expliquer comment nous, pauvres poissons, nous sommes adaptés à la vie sur la terre ferme. Effectivement, Julien, notre ancêtre était vraisemblablement un poisson. Dans les eaux profondes, il était menacé par des grands prédateurs, et a donc été contraint d'aller dans des eaux moins profondes. Les eaux moins profondes étaient stagnantes et donc moins chargées en oxygène. C'est donc après des milliers d'années d'extinction de son espèce dans ces eaux-là qu'il a été contraint d'hisser sa tête hors de l'eau. En hissant sa tête hors de l'eau, notre poisson Ichthyostega a développé un nouveau système respiratoire. Ce sont les poumons. Il avait encore des branchies, mais disposait d'un clapet qui empêchait que l'eau pénètre dans ses poumons. Alors aujourd'hui, nous n'avons plus de branchies, mais nous avons conservé les contractions issues de ce système respiratoire. C'est le hoquet. Notre poisson dispose maintenant d'un nouveau système respiratoire qui lui permet de vivre hors de l'eau et de pattes qu'il a développées pour se déplacer sur la Terre. Le problème étant que sa peau n'est pas du tout adaptée à la Terre. C'est encore un poisson. Les rayons du soleil vont donc venir brûler sa peau et le sol dur de la Terre va venir endommager ses pattes. On est alors à un tournant de notre existence, on rentre dans la période carbonifère. Alors la peau de notre poisson va s'épaissir et ses griffes vont se développer pour s'adapter à son milieu. Les griffes de l'époque, c'est aujourd'hui nos ongles. Je vous présente maintenant notre ancêtre Casineria. C'est un reptile primitif et il est confronté à une grosse problématique. Ses œufs ne sont pas assez résistants et brûlent au contact des rayons du soleil. Il faut donc rendre la coquille plus dure. Mais si cette coquille est plus dure, il est impossible pour les œufs d'être fécondés. La solution, c'est de les féconder directement dans le ventre de la femelle. On parle alors de reproduction sexuée. Les enfants de ce nouveau mode de reproduction naissent dans un milieu qui leur était auparavant inconnu. Ils vont être confrontés à toutes sortes de nouvelles informations olfactives et sonores, visuelles dans leur milieu, ce qui va provoquer une évolution de leur cerveau. Et cette nouvelle espèce va continuer à s'adapter et à évoluer avec son milieu pendant des milliers d'années, la rendant plus intelligente mais aussi plus forte. Alors que notre ancêtre évolue paisiblement dans son milieu, une catastrophe sans précédent se fait attendre. Effectivement, en Sibérie, il y a 250 millions d'années, des éruptions volcaniques vont durer pendant 500 000 ans. Elles vont entraîner un réchauffement climatique qui va détruire 95% des espèces vivantes sur notre planète. Dans la liste des survivants de ce cataclysme, on va retrouver deux sortes d'espèces, les mammifères et les dinosaures.
Et notre ancêtre, lui, a réussi à survivre à cette catastrophe naturelle et à s'adapter. Sa taille a réduit et il est désormais recouvert d'un pelage. Il s'appelle maintenant Ectémignon. Bon, il y a quand même eu des éruptions volcaniques pendant 30 millions d'années entre-temps, donc ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Les dinosaures, eux, ont réussi à s'adapter beaucoup plus rapidement que nous. Ils sont plus grands, plus forts, plus rapides, mais pas forcément plus malins. Ils dominent alors la chaîne alimentaire et leur règne va durer près de 65 millions d'années, poussant notre ancêtre à réduire considérablement sa taille. Notre ancêtre va alors faire la taille d'une souris de près de 5 cm. Elle vit alors dans des souches d'arbres, planquée dans des feuillages, etc. Et pour faire face à un climat qui est un peu plus frais, des poils vont se hérisser et se durcir. Aujourd'hui, c'est la chair de poule. Grâce à la menace des dinosaures, on développe notre cerveau, mais également nos sens. Les oreilles se développent, les sens se développent, venant créer ainsi le néocortex, la partie du cerveau qui conserve la mémoire. En grandissant dans le ventre de leur mère, les petits ont moins de chances de succomber aux dinosaures. Et afin qu'à leur sortie du ventre, ils soient de moins en moins vulnérables, notre espèce va muter. Les glandes mammaires vont apparaître, c'est alors la naissance des mammifères. Mais on vit encore dans l'ombre des dinosaures. Alors qu'on vit dans une menace permanente avec les dinosaures, un événement cosmique va venir redistribuer les cartes. Un astéroïde de la taille de l'Everest va venir s'abattre sur la péninsule mexicaine du Yucatan. De la roche pulvérisée va alors venir s'abattre sur l'ensemble du globe, et la seule solution pour notre ancêtre de survivre, c'est de creuser. Étant dans l'incapacité de creuser, les dinosaures vont tous disparaître durant cette période. Vivant sous terre, notre ancêtre a réussi à survivre en se nourrissant d'insectes. C'est alors après des millions d'années de poussière de météorites que notre ancêtre va pouvoir ressortir de la Terre et se développer sur les différents continents. Le soleil vient alors transpercer les nuages et la nature reprend son cours. La forêt devient luxuriante et les fruits commencent à pousser dans les arbres. Afin de venir saisir cette nouvelle source d'alimentation que sont les fruits, nos mammifères vont se redresser et devenir des primates. Ils vont alors vivre dans les Alpes pendant des millions d'années. Mais notre évolution va encore subir un énorme changement climatique. Les plaques tectoniques se déplacent et les continents, avec l'Inde, se déplacent au nord, vers l'Asie. Le plancher océanique se tord et s'étend sur 2500 km de long. Une immense chaîne montagneuse surgit de 1500 mètres de haut, 4500 mètres de long. Et elle finit par atteindre 8000 mètres de haut. L'Himalaya vient de naître. L'habitat des singes que l'on connaît est en train de changer, et leur monde aussi. Les montagnes agissent comme des barrières et bloquent l'humidité qui vient en provenance de l'océan Indien. Il fait de plus en plus chaud, et notamment de plus en plus sec. Leur habitat, qui était jusque-là une luxuriante forêt pleine de fruits, devient alors une savane aride. Les primates doivent alors se déplacer sur de longues distances pour trouver de la nourriture. Leurs phalanges cessent de traîner sur le sol, et ils se redressent peu à peu. Ils adoptent alors la marche bipède. Et ça, c'est l'étape la plus importante de notre évolution. Ce sera ainsi le mouvement de 2 plaques continentales qui aurait déclenché cette série d'événements et aurait poussé notre ancêtre ainsi à se redresser. Il y a 3 millions d'années, une mutation génétique provoque une atrophie des muscles de la mâchoire de notre ancêtre. Libéré de son carcan, le cerveau peut grandir librement. Il double de volume. Avec ce nouveau cerveau, notre existence fait place à une nouvelle espèce, l'Homo habilis. Habilis parce qu'il est doué de ses mains. Homo habilis, c'est un charognard. Il se nourrit de ce qu'il trouve sur son chemin. Mais grâce à son intelligence, il commence à créer des outils et devient donc plus fort et peut plus aisément repousser ses prédateurs. Même si certaines des charognes qu'il trouve sur son chemin sont vides, Homo habilis, grâce à la puissance de ses pouces, peut briser les os et en récupérer la moelle. Ça lui permet donc de récupérer plus de nourriture et de survivre plus longtemps. Aujourd'hui, c'est ces contractions musculaires qui nous permettent de tenir une tasse ou un stylo. L'Homo erectus est un être social. En se redressant, son bassin est devenu plus étroit. L'enfant devra alors mettre plus de temps pour sortir, et il sortira plus faible, car il aura passé beaucoup de temps dans le ventre de sa mère. Pour assurer sa survie, sa mère devra le protéger, et son père devra protéger sa mère. C'est alors ainsi que le singe devient un animal social, et où la notion de famille apparaît. Alors que son ancêtre était un charognard, l'Homo erectus est un chasseur, il travaille en équipe. Même s'il court moins vite, il a plus d'endurance que ses prédateurs. La sueur le protège des coups de chaleur, alors que les animaux, eux, sous leur fureur, s'épuisent beaucoup plus vite. Nos ancêtres découvrent alors le feu. La chaleur, la lumière et la sécurité deviennent alors à portée de main grâce au feu. Et notre ancêtre s'est emparé de ce nouveau pouvoir de la nature. Toute la famille se rassemble alors autour du feu. L'Homo erectus vivait en groupe, et il veillait sur les plus âgés. Et grâce au partage des ressources, il lutte plus facilement contre la mort, et donc assure sa survie. Le feu est une révolution. En cuisant la viande, les puissantes molaires qui étaient là pour la viande crue disparaissent alors une fois la viande cuite. Ce sont nos dents de sagesse. Mâcher et digérer est devenu beaucoup plus facile.
Les puissantes molaires ayant disparu, le cerveau a plus de place pour grandir. Il atteint alors la taille d'un pamplemousse. Le cerveau a une fois de plus doublé de volume depuis que l'homme cuit la viande. Il y a de cela moins d'1 million d'années, l'Homo erectus compte vraiment sur l'entraide. Mais le problème, c'est que les mâles dans les familles apportent souvent de la confrontation. Pour éviter de nuire à leur propre survie, en se tuant eux-mêmes, ils développent la communication. Le corps mute et la langue changent de forme, et donc la gorge et le larynx reculent dans le cou. Tout cela s'articule différemment, ils peuvent désormais produire des mots. Il y a de cela 200 000 ans, après 3 milliards et demi de lutte contre l'extinction, notre espèce a encore évolué et nous sommes devenus des Homo sapiens, ce qui signifie homme sage. Nous avons le cerveau le plus gros qu'il y ait sur Terre, et on s'adapte à de nouveaux environnements et dépassons de nouveaux défis. Nous sommes la race humaine. Il y a 70 000 ans, le climat change. Le niveau de la mer diminue, le fossé entre l'Afrique et l'Arabie diminue également. La mer Rouge est assez peu profonde pour qu'un groupe d'individus puisse la franchir et atteindre l'Afrique. Ça y est, les Homo sapiens ont réussi à traverser. Voilà que 4 milliards et demi d'années d'évolution sont passées. Et nous voilà en tant qu'hommes civilisés dans une société avec ses codes, ses cultures, ses traditions. Alors, je vous pose la question, quel sera notre avenir? Quel est le prochain exode? À vous d'écrire l'histoire.